Oubliez ce que vous pensiez savoir du mercato. Aujourd'hui, le football européen se transforme en échiquier où les pièces sont des milliardaires, des fonds souverains et un président persuadé d'avoir mérité un prix de la paix pour un tournoi de football. Commençons par le nom qui domine le football espagnol depuis 2 semaines, Rodri. Capitaine de l'Espagne championne du monde en titre, l'homme qui a soulevé le trophée avec sa sélection il y a seulement quelques semaines se retrouve dans un bras de fer entre les 2 plus grands clubs de la planète. Dès fin juillet, le Real Madrid pensait avoir un accord de principe avec Rodri. Des sources proches du dossier disant que Madrid, je cite, partait du principe qu'il les rejoindrait cet été. Manchester City, lui, n'a jamais bougé de son prix, entre 65 et 75 millions d'euros, quand la première offre madrilène tournait autour de 58 millions de dollars. Cet écart a gelé la négociation, et c'est précisément à ce moment-là que Barcelone a flairé l'occasion. D'après les informations de ce mois en Espagne et en Angleterre, Barcelone a surgi avec une offre d'environ 45 millions d'euros plus des bonus pour détourner une opération que le Real Madrid préparait discrètement depuis plusieurs semaines. La réponse de City a été sèche. Le club veut une somme proche de 80 millions d'euros avant même d'envisager de laisser partir son capitaine et, à la mi-août, aucune discussion entre clubs jugés sérieuses par City n'a eu lieu. Rodri lui-même, selon plusieurs médias espagnols, aurait dit à son entourage que le Real Madrid était sa seule destination et qu'il ne voulait être associé ni au Paris Saint-Germain ni à Barcelone. Impossible de savoir si cette position tiendra jusqu'à la fin du mercato, mais une chose est claire, les 2 géants du football espagnol se disputent un seul milieu de terrain et le prix demandé montre à lui seul le pouvoir que les superstars modernes exercent sur les clubs censés les contrôler. Ici, l'histoire devient politique, car ce chaos du mercato n'existe pas dans le vide. Il se déroule dans un sport qui est devenu l'une des grandes vitrines du soft power mondial au XXIe siècle, et nulle part plus clairement qu'en Turquie, où l'avenir de Victor Osimhen se joue non seulement sur ses buts, mais sur la réorientation économique d'un royaume entier. Osimhen, l'attaquant nigérian qui a quitté Naples pour Galatasaray, est de nouveau courtisé par Al Hilal, en Arabie saoudite. Des informations de Turquie, cette semaine indiquent qu'Al Hilal a repris contact avec Galatasaray et que le champion turc serait prêt à le laisser partir pour environ 65 millions d'euros, soit quelques 75 millions et demi de dollars. Le plan discuté à Al Hilal a presque quelque chose de cinématographique, faire partir Karim Benzema pour libérer une place, puis faire venir Osimhen. Reste à savoir si Osimhen veut rejoindre la Saudi Pro League et tant qu'il n'aura pas donné son accord, rien n'avancera. Mais voici le retournement dont presque personne ne parle. Toute la stratégie saoudienne d'investissement sportif semble ralentir en silence. Selon de récentes informations financières, le Public Investment Fund, le fonds souverain qui a injecté des milliards dans le golf, la boxe et la Saudi Pro League, a publié au printemps un plan stratégique fixant 6 secteurs prioritaires pour les années à venir, et le sport n'en fait pas partie. Le plan quinquennal précédent incluait sport et divertissement parmi 13 secteurs. Désormais, les investissements nationaux doivent approcher 80% du capital mobilisable, contre environ 70% auparavant, tandis que l'exposition internationale doit être réduite d'environ 1/3. Le financement de Live Golf, projet du fonds évalué à 5,3 milliards de dollars, devrait s'arrêter après la saison de cette année. Des rapports affirment même que le PIF a déjà vendu sa participation dans Al Hilal pour une somme proche de 373 millions de dollars. Le prince héritier Mohammed Ben Salman avait été très franc sur la logique de ces dépenses en 2023, quand il aurait déclaré que si ce que les critiques appellent le sportswashing pouvait accroître même d'1% la production économique du royaume, il continuerait. Cette déclaration sonne étrangement aujourd'hui, alors que la stratégie semble elle-même reculer sous la pression budgétaire liée aux conflits régionaux et à la baisse des revenus pétroliers. Ainsi, quand vous entendez qu'Al Hilal veut dépenser 65 millions d'euros pour un attaquant nigérian, vous ne regardez pas qu'un transfert. Vous voyez peut-être la fin de l'une des campagnes d'image nationale les plus coûteuses de l'histoire moderne du sport, atteignant sa limite naturelle. Cela nous amène à Paris et à un projet étatique différent qui ne ralentit pas mais accélère. Ferran Torres, l'attaquant espagnol qui a joué ses dernières saisons à Barcelone,
semble prêt à quitter le camp Nou. Fabrizio Romano a confirmé que l'opération était presque bouclée, et l'indice était presque comique. Torres a complètement manqué l'entraînement du Barça, sans communication officielle du club sur une blessure ou un problème médical. Dans le football, ce silence signifie généralement ceci. Le transfert se finalise déjà ailleurs, probablement avec visite médicale et formalité au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain est le lieu idéal pour parler de la collision entre football et géopolitique, car ce club n'a jamais été un simple club de football. Qatar Sports Investments a racheté le PSG en 2011, quelques mois après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Les critiques parlent de sportswashing, d'autres de soft power ou de levier géopolitique, mais la trajectoire financière parle d'elle-même, d'environ 70 millions d'euros pour acheter le club à plus de 4 milliards 250 millions d'euros il y a quelques années, lorsqu'un groupe d'investissement américain a acquis une petite participation. À presque tous les égards, le PSG est le projet sportif soutenu par un État le plus réussi de l'histoire du football, et cette semaine, il l'a prouvé encore sur le terrain. Mercredi soir, à Salzbourg, le Paris Saint-Germain a conservé son titre en Supercoupe de l'UEFA en battant Aston Villa 2-1 dans une finale spectaculaire. Kvisha Kvaratskhelia a ouvert le score à la 20e minute sur un exploit individuel incroyable avant que Brian Maggio, 17 ans, n'égalise pour Villa juste avant la mi-temps, devenant le plus jeune joueur à marquer en finale de Supercoupe. Désiré Doué a fait la différence à la 61e minute et, après vérification de la VAR pour un hors-jeu minime, le but a été validé. Grâce à cette victoire, le PSG est devenu le 3e club de l'histoire de la compétition, avec l'AC Milan et le Real Madrid, à remporter 2 supercoupes consécutives. Aston Villa, de son côté, construit quelque chose de solide et le club chercherait déjà des renforts défensifs pour continuer à progresser la saison prochaine. Revenons en Espagne. Le chaos du Real Madrid ne se limite pas aux négociations au milieu de terrain. Kylian Mbappé est officiellement de retour. Après environ 3 semaines de repos après la 4e place de la France à la Coupe du Monde, Mbappé a repris l'entraînement à Valdebebas au début du mois, aux côtés des nouvelles recrues Ibrahima Konaté et Marc Cucurella. Tous trois ont passé leur visite médicale avant de rejoindre le groupe du nouvel entraîneur José Mourinho, de retour au Real Madrid, 13 ans après son premier passage. Selon des informations françaises, l'objectif est d'avoir Mbappé prêt environ 1 semaine avant le premier match de championnat du Real, à l'extérieur contre l'Espagnol le 22 août. Mais le retour de Mbappé aurait créé un vrai problème pour Mourinho, un secteur offensif surchargé. Entre Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick et les autres options offensives du Real, il n'y a pas assez de place sur le terrain pour tout le monde. Des médias espagnols et portugais rapportent ce mois-ci que Mourinho considérait déjà Rodrigo comme le départ le plus probable, en raison des blessures persistantes du Brésilien et parce que Madrid semble décidé, pour l'instant, à conserver Endrick dans l'effectif. Selon différents rapports de l'année écoulée, le clan Rodrigo oscille entre la volonté de se battre pour sa place et l'ouverture à un transfert, avec des valorisations allant de 90 à 100 millions d'euros et un intérêt attribué, à divers moments, au Paris Saint-Germain, à Liverpool, Tottenham et au Bayern Munich. Rien n'est définitif, mais le scénario est connu. Quand un club dépense autant au sommet du marché, quelqu'un finit toujours par être évincé, et aujourd'hui ce quelqu'un semble être Rodrigo. Parlons d'une histoire presque sans rapport avec la tactique, mais centrée sur l'argent, la confiance et une rupture très publique. Memphis Depay, meilleur buteur de l'histoire de la sélection des Pays-Bas, est désormais sans contrat à Corinthians et il est furieux. Selon BBC Sport, Depay a accusé le club brésilien d'un comportement inacceptable et affirme que le club a rompu un accord antérieur prévoyant la prolongation de son contrat. Depay avait rejoint Corinthians avec un contrat de 2 ans en 2024 et, selon sa version, un accord verbal existait pour prolonger son séjour. Puis, soudain, le club a fait marche arrière en invoquant ses difficultés financières. Corinthians occupe actuellement la 7e place du championnat brésilien et, de son propre aveu, la décision de ne pas prolonger Depay tient à une raison, de l'argent que le club n'a tout simplement pas. Depay a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'il comptait porter l'affaire devant la FIFA
et réclamer une indemnisation pour ce qu'il considère comme une promesse rompue. Reste à voir si cela débouche sur une plainte formelle, mais sa colère ne fait aucun doute. Et c'est ici que l'histoire devient presque théâtrale. Crack Neto, figure de la télévision brésilienne et ancien joueur et supporter de Corinthians qui se décrit lui-même comme un inconditionnel, est allé à l'antenne attaquer Dupay, déclarant qu'il n'aimait même pas l'attaquant en tant que personne, tout en reconnaissant qu'il était réellement excellent balle au pied. Le reproche de Neto était structurel. Selon lui, Corinthians était devenu beaucoup trop dépendant d'une seule star étrangère, et Dupay n'avait jamais vraiment adopté l'identité de Corinthians comme le font les supporters de toujours. Sous le drame se cache une vérité bien moins glamour. Corinthians, l'un des clubs les plus historiques d'Amérique du Sud, traverse de sérieuses difficultés financières, au point de ne pouvoir rivaliser pour attirer les meilleurs talents internationaux, même quand ils le souhaitent désespérément. La situation de Dupay intervient aussi à un moment important pour la place du football brésilien sur la scène mondiale, car les clubs sud-américains peinent de plus en plus à conserver leurs stars dès que des clubs européens ou moyen-orientaux se présentent. Dupay devrait étudier les offres d'autres clubs brésiliens avant un probable retour en Europe, mais sa prochaine destination reste inconnue. En Angleterre, le casse-tête de Manchester City se complique chaque jour. L'ailier brésilien Savinho aurait réalisé une excellente préparation dans la nouvelle organisation du club, mais avec un tel effectif, une place de titulaire reste peu probable. Tottenham aurait ravivé son intérêt et, cette fois, selon les informations, c'est Savinho lui-même qui aurait demandé à partir. Depuis le départ de Pep Guardiola, une partie de la loyauté qui aurait pu maintenir Savinho patient dans un rôle de rotation semble s'être dissipée. Si Tottenham fait une offre sérieuse, City pourrait être prêt à le laisser partir, si le prix correspond à ses exigences habituelles, City ayant systématiquement valorisé ses joueurs au prix fort sur ce mercato. Dans le même temps, un tout autre transfert se préparerait à l'Etihad. Enzo Fernandez, champion du monde argentin actuellement à Chelsea, est lié à Manchester City, surtout en raison de sa relation avec le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, qui avait dirigé Fernandez à Chelsea avant de rejoindre Manchester. Fernandez aurait mal vécu le licenciement de Maresca par Chelsea et voulu le suivre. Si City décide de répondre aux exigences financières de Chelsea, l'opération pourrait être l'un des plus gros transferts du mercato, motivé moins par des considérations tactiques que par la loyauté personnelle entre un joueur et son ancien entraîneur. Prenons un peu de recul, car toutes ces sagas, l'impasse autour de Rodri, la tentation saoudienne pour Osimhen, le départ discret de Ferran Torres de Barcelone, la guerre publique entre Dupay et Corinthians, sont les symptômes d'un phénomène plus vaste du football mondial. Ce sport est inséparable du pouvoir des États, des fonds souverains et, de plus en plus, de la politique du pays qui accueille sa plus grande compétition. Regardez ce qui se joue autour de la Coupe du Monde de cette année, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a passé une grande partie de l'année à cultiver une relation inhabituellement étroite avec le président Donald Trump. Il lui a même remis une récompense spécialement créée lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, décrite dans la presse comme un substitut au prix Nobel de la paix que Trump avait publiquement réclamé. Infantino est apparu sur scène avec une casquette rouge de style MAGA lors de la présentation du prétendu Conseil de la paix de Trump, une scène très critiquée car les statuts de la FIFA imposent la neutralité politique. Les organisations de défense des droits ont aussi été sévères. La Sport and Rights Alliance, coalition d'organisations de défense des droits humains, a affirmé cet été que la FIFA n'avait pas respecté sa promesse d'organiser, je cite, « la Coupe du Monde la plus inclusive de l'histoire », visant directement la politique de visa de l'administration Trump. Cette politique de visa a eu des conséquences concrètes. L'arbitre somalien Omar Hartin s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis malgré un visa valide et a dû être retiré des désignations arbitrales. Des membres de la délégation iranienne ont vu leur demande de visa rejetée. Des supporters venant notamment du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Maroc et d'Haïti auraient eu beaucoup de mal à obtenir un visa touristique, malgré des billets de match déjà achetés. D'après des informations du début de l'année, le département d'État avait totalement suspendu la délivrance de visas pour 19 pays, tandis que des dizaines d'autres,
subissait de restrictions partielles. Interrogé sur ces conséquences, Infantino a insisté sur le fait que les dirigeants de la FIFA n'étaient pas, selon ses mots, les rois du monde, et que son organisation n'avait aucune autorité sur les décisions migratoires d'un pays hôte. De son côté, le président Trump a déclaré que son administration cherchait simplement qu'à garantir que, je cite, « les bonnes personnes puissent entrer dans le pays pour le tournoi ». C'est dans ce même paysage que le Public Investment Fund saoudien a opéré et dont il semble aujourd'hui se retirer. Des analystes ont décrit les dépenses sportives récentes du royaume comme, je cite, « une partie d'un programme politique complexe visant à renforcer l'image mondiale du royaume, à affirmer sa suprématie régionale, notamment face à son rival, les Émirats arabes unis, et à créer une bulle de distraction patriotique pour les jeunes. » La question de savoir si cette stratégie a amélioré l'image mondiale de l'Arabie saoudite reste débattue, mais son effet sur le marché des sportifs d'élite l'est bien moins. Du golf à la boxe en passant par le football, elle a fait monter transferts et salaires partout, des valorisations que Galatasaray cherche aujourd'hui à monétiser avec des joueurs comme Osimhen. Pour le dire simplement, lorsqu'Al Hilal propose 65 millions d'euros pour un attaquant, lorsque le PSG, soutenu par le Qatar, dépense librement pour continuer à gagner des trophées européens, ou lorsqu'un club brésilien comme Corinthians